Concevoir la survivance de forces ou d'êtres semblables, la survivance d'une époque infiniment lointaine où la conscience se manifestait sous des formes qui se sont depuis longtemps retirées de la surface du globe devant le flot montant du genre humain. Formes dont seule la poésie et la légende ont conservé un souvenir fugace pour en faire des dieux, des monstres et des créatures mythiques de toutes espèces. Citation de Algernon Blackwood. Chapitre 1. L'horreur d'argile. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde dans ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacun tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, cette révélation nous rendra fous. À moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Certains théosophes ont deviné la majestueuse ampleur du cycle cosmique dont notre globe et notre race ne sont que de fugitifs incidents. Ils ont mentionné d'étranges survivances en des termes qui glaceraient le sang s'ils n'étaient masqués par un optimisme béat. Mais ce n'est pas à eux que je dois cette vision rapide des séons interdits qui me fait frissonner lorsque j'y pense et ébranle ma raison lorsque j'en rêve. Comme tous les aperçus d'une redoutable vérité, elle résulte du rapprochement d'éléments séparés, en l'occurrence un ancien article de journal et les notes d'un savant disparu. J'espère que personne ne parachèvera cette synthèse. En ce qui me concerne, s'il m'est donné de continuer à vivre, je n'ajouterai jamais volontairement un seul anneau à la hideuse chaîne. Je crois d'ailleurs que le savant, lui aussi, avait l'intention de garder le silence sur ce qu'il connaissait et qu'il eût détruit ses documents s'il n'avait pas succombé à une mort subite. Mon rôle dans cette affaire commence au cours de l'hiver 1926-1927 avec le décès de mon grand-oncle George Kamel Angel, professeur honoraire de langue sémitique à l'université Brown, Providence, Rhode Island. Le professeur Angel faisait autorité en matière d'inscription ancienne et les conservateurs des plus grands musées avaient eu fréquemment recours à lui. C'est pourquoi plusieurs personnes doivent se rappeler sa mort, survenue à l'âge de 92 ans. Elle suscita un vif intérêt local, car on ne put en déterminer la cause. Au dire des témoins, le vieillard qui venait de débarquer du bateau de Newport s'était brusquement affaissé après avoir été bousculé par un matelot nègre. Ce dernier sortait de l'une des curieuses et sombres impasses situées sur le flanc de coteaux abrupts qui constituent un raccourci pour aller du port à William Street où résidait le défunt. Les médecins incapables de découvrir le moindre désordre organique conclurent après une discussion assez embarrassante que le décès était dû à une lésion indiscernable du cœur déterminée par l'ascension rapide d'une pente trop raide pour un nonagénaire. À cette époque, je ne vis aucune raison de ne pas accepter ce diagnostic. Aujourd'hui, je fais plus que le mettre en doute. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle, veuf sans enfant, j'entrepris d'examiner à fond tous ses papiers. Dans cette attention, je transportai chez moi, à Boston, tous ses dossiers et ses boîtes de rangement. La majeure partie des documents sera publiée plus tard par la Société américaine d'archéologie, mais l'une des boîtes me parut extrêmement bizarre, et je me sentis fort peu enclin à la montrer à d'autres yeux que les miens. Tout d'abord, je ne pus l'ouvrir, car la clé n'était pas dans la serrure. Puis je la découvris à l'anneau que le professeur portait toujours dans sa poche. Néanmoins, le couvercle une fois soulevé, je me trouvai devant un obstacle beaucoup plus grand.
effet, que pouvait bien signifier cet étrange bas-relief, ces notes décousues et ces vieilles coupures de journaux? Mon oncle, au cours de ces dernières années, aurait-il ajouté foi aux impostures les plus flagrantes? Je résolus sur le champ de rechercher l'excentrique sculpteur qui avait déterminé cette perturbation apparente dans l'esprit du savant. Le bas-relief grossier, rectangle de 40 cm² et de 2 cm d'épaisseur, était nettement moderne. Néanmoins, ces dessins n'avaient rien de moderne dans leur atmosphère, ni dans les idées qu'ils suggéraient. En effet, si nombreuses, si extravagantes que soient les fantaisies du cubisme et du futurisme, elles reproduisent très rarement la régularité de l'écriture préhistorique. Or, la majeure partie de ces dessins constituait certainement une écriture mystérieuse. Malgré ma connaissance des papiers et des collections de mon oncle, ma mémoire ne put l'identifier, ni me permettre de la rattacher à aucun dialecte. Au-dessus de ces hiéroglyphes se dressait une figure d'une facture si impressionniste que l'on ne pouvait comprendre clairement ce qu'elle représentait. C'était une espèce de monstre ou de symbole de monstre que seule une imagination morbide avait pu concevoir. Je ne trahirai certainement pas l'inspiration du sculpteur en disant que son œuvre évoquait tout à la fois une pieuvre, un dragon et une caricature humaine. Une tête pulpeuse, entourée de tentacules, surmontait un corps écailleux et grotesque, muni d'écailles rudimentaires. Mais c'était le contour général de cette effigie qui la rendait particulièrement effroyable. Derrière la figure, l'artiste avait ébauché un fond d'architecture cyclopéenne. Les notes accompagnant ce curieux objet étaient de la main du professeur Angel et ne prétendaient point à un style littéraire. L'écriture était d'une date récente. Le document principal portait le titre suivant: Le culte de Cthulhu, soigneusement tracé en caractères d'imprimerie pour éviter toute erreur dans la lecture d'un mot aussi peu connu. Ce manuscrit comprenait 2 parties. La première avait comme en tête 1925, Rêves et ouvrages oniriques de H.A. Wilco, 7 Thomas Street, Providence. Et la deuxième, Récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle-Orléans, congrès de la SAA, 1908, notes jointes et compte rendu de professeur Webb. Les autres documents étaient des notatives sur divers sujets. Relations des rêves étranges de différentes personnes, citations de livres et de revues de théosophie, entre autres Atlantis et La Lémuria perdue de W. Scott Elliott. Commentaires sur la survivance des sociétés et du culte secret, avec référence à certains passages de traités de mythologie et d'anthropologie tels que Le Rameau d'Or, Le Fraser et Le culte des sorciers en Europe occidentale de Miss Murray. Les coupures de journaux traitaient surtout de cas individuels, d'aliénation mentale et de crise de démence collective au printemps de 1925. La première partie du manuscrit principal racontait une histoire très étrange. Il semble que le 1er mars 1925, un jeune homme mince et brun, en proie à une violente agitation, ait rendu visite au professeur Angel pour lui présenter le singulier bas-relief d'argile. Alors encore frais et humide, sa carte portait le nom de Henry Anthony Wilcox. Mon oncle avait reconnu en lui le fils cadet d'une très bonne famille, qui étudiait depuis quelque temps la sculpture à l'école des beaux-arts de Rhode Island, et vivait seul à l'hôtel Fleur de Lys, tout près de cette institution. Wilcox, doué d'un génie précoce mais fort excentrique, avait dès son enfance attiré l'attention sur lui en raison des histoires et des rêves étranges qu'il se plaisait à raconter. Lui-même se qualifiait d'hypersensitif et psychique. Les esprits rassis de la vieille cité commerciale le traitaient beaucoup plus simplement de drôle de corps. Peu à peu, il s'était retiré du milieu bourgeois de ses parents et avait fini par ne plus être connu que d'un petit groupe d'esthètes. L'association artistique de Providence, désireuse de garder son conservatisme intact, lui avait fermé ses portes. Au cours de cette visite, disait le manuscrit du professeur, le sculpteur avait de but en blanc demandé
exclure qu'elle eût aucun rapport avec l'archéologie. La réponse du jeune Wilcox impressionna le vieux savant à un point tel qu'il se la rappela et la transcrivit mot pour mot. Elle est empreinte de cette emphase poétique qui caractérisait sa conversation et toute sa personne, comme je le constatai par la suite. En vérité, dit-il, ce bas-relief est neuf, car je l'ai fait moi-même la nuit dernière, dans 12 idées différentes. Et les rêves sont beaucoup plus anciens que Tyr la méditative, le sphinx contemplatif ou Babylone aux 1000 jardins. Après quoi, il entama le récit décousu qui éveilla un souvenir endormi dans la mémoire de mon oncle et suscita en lui un fébrile intérêt. La nuit précédente, il y avait eu un léger tremblement de terre, le plus important en Nouvelle-Angleterre depuis des années, qui avait fortement affecté l'imagination de Wilcox. Au cours de son sommeil, il avait vu en rêve pour la première fois de sa vie des cités cyclopéennes, faites de blocs et de monolithes gigantesques enduits d'un limon verdâtre, d'où s'exhalait une secrète horreur. Les murs et les colonnes étaient couverts de hiéroglyphes, et le jeune homme avait entendu retentir sous terre une voix qui n'était pas une voix, mais plutôt une sensation confuse que seule l'imagination pouvait transformer en son, et qu'il essaya de rendre par cet assemblage de lettres quasi imprononçables. Cthulhu, Ftknan. Cthulhu, Ftknan. Ce fouillis verbal fut la clé du souvenir qui troubla profondément le professeur Angel. Il interrogea le sculpteur avec une minutie toute scientifique et étudia intensément le bas-relief auquel le jeune homme stupéfait s'était trouvé en train de travailler à son réveil, en chemise de nuit et frissonnant de froid. Wilcox me déclara par la suite que mon oncle avait mis sur le compte de la vieillesse sa lenteur à identifier la figure d'argile et les hiéroglyphes. Plusieurs de ces questions parurent fort déplacées à son visiteur, en particulier celles qui essayaient de rattacher ce dernier à des cultes secrets. Wilcox ne put comprendre pourquoi son interlocuteur lui promit à maintes reprises de garder le silence s'il voulait bien admettre qu'il appartenait à une secte religieuse païenne aux nombreuses ramifications. Lorsque le professeur Angel eut enfin acquis la conviction que le sculpteur ignorait tout des sciences occultes, il le pria instamment de venir lui raconter les rêves qu'il pourrait faire. En conséquence, après cette première entrevue, le manuscrit mentionne les visites quotidiennes du jeune homme qui relatait de saisissantes visions nocturnes dont le leitmotiv était quelques terribles perspectives cyclopéennes de pierres sombres et ruisselantes accompagnées d'une voix ou d'une intelligence souterraine qui hurlait uniformément des messages énigmatiques en un jargon indescriptible. Les deux sons les plus fréquemment répétés peuvent se rendre par les groupes de lettres suivants: Cthulhu et Rley. Le 23 mars, Wilcox ne se présenta pas au domicile du professeur Angel, qui téléphona à l'hôtel pour demander de ses nouvelles. On lui apprit que le jeune homme, atteint d'un stupide accès de fièvre, avait été transporté chez ses parents dans Waterman Street. Au cours de la nuit, il avait réveillé par ses cris plusieurs autres artistes du fleur de lys. Depuis lors, il n'avait connu que des alternatives de délire et d'inconscience. Mon oncle téléphona immédiatement à sa famille et a daté de ce jour, suivi de près l'évolution de la maladie grâce à de fréquentes visites au médecin traitant, le docteur Toby de Theatre Street. Sous l'effet de la fièvre, l'esprit du patient semblait s'attacher à d'étranges images. Le praticien frissonnait parfois quand il en parlait. En dehors de son rêve habituel, qui se répétait régulièrement, Wilcox voyait une créature gigantesque, haute de plusieurs kilomètres, qui marchait ou se déplaçait pesamment. Il ne la décrivait jamais en détail, mais d'après les quelques mots incohérents rapportés par le docteur Toby, mon oncle fut convaincu que c'était le monstre anonyme qu'il avait essayé de représenter dans
l'état général suggérait un violent accès de fièvre plutôt qu'un trouble mental. Le 2 avril, vers 3 heures de l'après-midi, toute trace de maladie disparut soudain. Wilcox se dressa sur son séant, stupéfait de se trouver chez ses parents et ne gardant pas le moindre souvenir de ce qui s'était passé dans ses rêves ou dans la réalité depuis la nuit du 22 mars. Son médecin l'ayant déclaré en parfaite santé, il regagna son appartement 3 jours plus tard. Néanmoins, il ne fut plus d'aucune utilité au professeur Angel, car nulle image fantastique ne hantait plus son sommeil. Après une semaine de récits de rêves extrêmement banals, mon oncle cessa de consigner par écrit ses visions nocturnes. La première partie du manuscrit s'arrêtait là, mais je trouvais ample matière à réflexion dans certaines des notes éparses. Seul le scepticisme invétéré qui formait alors toute ma philosophie peut expliquer ma méfiance persistante à l'égard du sculpteur. Ces notes décrivaient les rêves de diverses personnes au cours de la période où le jeune Wilcox avait eu ses étranges cauchemars. À ce qu'il me semble, mon oncle avait organisé rapidement un vaste réseau d'enquête auprès de tous les amis qu'il pouvait interroger, sans être taxé d'impertinence, leur demandant de lui raconter leurs rêves en spécifiant les dates auxquelles ils s'étaient produits. Cette requête avait été diversement accueillie, mais, selon toute vraisemblance, le nombre de réponses reçues aurait justifié l'emploi d'une secrétaire. Il n'avait pas conservé les lettres de ses correspondants. Toutefois, ces notes constituaient un résumé complet très significatif. Les mondains et les gens d'affaires qui passaient en Nouvelle-Angleterre pour le sel de la terre avaient donné un résultat presque entièrement négatif, bien que certains cas d'impression nocturne, déplaisantes mais imprécises, fussent signalés ici et là, toujours entre le 23 mars et le 2 avril, pendant la durée de la maladie du sculpteur. Les hommes de science n'avaient guère été touchés eux non plus. Néanmoins, 4 descriptions vagues suggéraient des aperçus d'étranges paysages, et il y avait un exemple de crainte d'une chose anormale. Les réponses pertinentes émanaient d'artistes et de poètes qui auraient été en proie à une effroyable panique s'ils avaient pu les comparer entre elles. En l'occurrence, faute de posséder les lettres originales, je soupçonnais presque le compilateur d'avoir posé des questions insidieuses ou d'avoir déformé le texte de cette correspondance pour corroborer ce qu'il avait résolu de voir. C'est pourquoi je persistais à juger que Wilcox, ayant eu connaissance des anciens documents possédés par mon oncle, en avait fait accroire au vieux professeur. Les réponses de ces esthètes révélaient un fait extrêmement troublant. Du 28 février au 2 avril, la plupart d'entre eux avaient fait des rêves bizarres atteignant leur maximum d'intensité pendant le délire du jeune sculpteur. Beaucoup décrivaient des paysages et des sons semblables à ceux que Wilcox avait décrits. Quelques-uns avouaient leur terreur d'une créature gigantesque et innommable. Un cas particulier, détaillé avec insistance, était tragique. Le sujet, architecte bien connu, féru de théosophie et d'occultisme, était devenu fou furieux le jour même où l'on avait transporté le sculpteur chez ses parents et était mort quelques mois plus tard après avoir demandé à grands cris qu'on le sauvât d'un démon échappé de l'enfer. Si mon oncle avait mentionné les noms de ses correspondants au lieu de les désigner par des numéros, j'aurais essayé de me livrer à une enquête personnelle pour vérifier les faits. En l'occurrence, je ne pus en retrouver que quelques-uns, mais tous, sans exception, confirmèrent clairement les notes. Je me suis souvent demandé si ceux qui subirent les questions du vieux savant furent aussi intrigués que ceux que j'interrogeais moi-même. Ils ne sauront jamais la vérité, et cela vaut mieux pour eux. Les coupures de journaux, comme je l'ai déjà dit, avaient trait à des cas de panique ou de démence, toujours pendant la même période. Le professeur Angel avait dû recourir à une agence, car le nombre de ces extraits provenait de tous les points du globe et était vraiment prodigieux. L'un rapportait un suicide nocturne à Londres, où un dormeur solitaire s'était jeté par la fenêtre après avoir poussé un cri terrifiant. Dans
les indigènes. Les orgies vaudou s'étaient multipliées dans l'île d'Haïti et les avant-postes africains rapportaient des murmures alarmants. À la même époque, les autorités américaines des Philippines avaient eu des difficultés avec certaines tribus. Dans la nuit du 22 au 23 mars, des Levantins furieux avaient molesté plusieurs agents de la police à New York. L'ouest de l'Irlande était plein de folles rumeurs et un peintre fantastique nommé Ardois Bonneau avait exposé à Paris au Salon du printemps 1926 une toile impie intitulée « Paysage de rêve ». Quant au désordre des asiles d'aliénés, ils étaient si nombreux que seul un miracle avait pu empêcher le corps médical de remarquer d'étranges parallélismes et d'en tirer des conclusions effarantes. Ces coupures formaient un ensemble des plus étranges. Je ne conçois guère aujourd'hui quel rationalisme endurci me la fit négliger. Mais j'étais alors convaincu que le jeune Wilcox avait eu connaissance des faits plus anciens mentionnés par le professeur. C'est la fin du premier chapitre. J'espère que le début de ce livre vous aura plu et que vous avez envie de connaître la suite. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment très relaxant, mais ce premier chapitre est assez soft. Je préviens pour ceux qui sont un petit peu peureux, la suite pourrait être un petit peu dérangeante pour certains. Donc, si ce n'est pas votre truc, ne vous forcez pas à regarder ces vidéos. Et moi, je vais vous dire